les universitaires, les chercheurs en tant qu'entreprise. Pour nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité de capter peut-être de nouvelles idées. C'est une opportunité d'établir de nouvelles relations pour aller vers l'innovation. Parce qu'en réalité, nous, ce qui nous intéresse le plus, surtout dans des pays comme le Sénégal, c'est l'innovation. Parce que les entreprises qui ont la capacité de faire de la recherche sont très peu nombreuses. Donc pouvoir trouver des résultats auprès des universités et des centres de recherche et les valoriser, ça c'est quelque chose de très important pour nous. Et je vais partager avec vous deux chiffres, simplement sur la recherche et l'innovation globalement en Afrique. J'avais regardé ce qu'on appelait à l'époque, sur la période 1980-2000, le plan d'action de Lagos. Et dans ce plan d'action-là, il était prévu que l'Afrique, d'une manière générale, consacre 1% de son PIB à la recherche. Mais le point que j'avais vu datait de 2017, et on était globalement à 0,5%. 0,5%. Ce qui n'est pas terrible 17 ans après l'échéance. Deuxième constat que je fais, je suis tous les ans un indicateur qui est, ou un rapport, qui est le rapport de l'OMPI sur qui s'appelle le Global Innovation Index. Et quand on le regarde, et j'ai suivi pendant de longues années, je continue à le suivre, et ce qu'on constate sur les 150 ou 160 pays qui sont classés, il n'y a aucun pays africain dans les 50 premiers. Et à contrario, il y a peut-être 15 ou 16 pays africains dans les 20 derniers. Et je pense que ça, c'est vraiment une anomalie. Parce qu'en réalité, nous avons besoin d'innover plus que les autres. Parce que nous avons plus de défis à relever. Nous avons plus de problèmes à résoudre. Donc nous avons plus besoin d'innover. Mais il y a certainement des obstacles qui font qu'on n'innove pas suffisamment. Et je pense qu'un de ces obstacles-là, c'est peut-être, le professeur Gallo en a parlé, les autres intervenants en ont parlé, c'est la relation entre le monde de la recherche et les entreprises d'une manière générale. Et moi, je vais essentiellement axer mon propos sur l'innovation en entreprise, ce que nous, on entend par innovation, et peut-être les possibilités, quelques pistes de relations qu'on peut avoir, qu'on peut tisser, ou des choses qu'on peut faire assez rapidement entre le monde de la recherche et les entreprises. On est dans un monde qui est quand même devenu assez difficile, surtout depuis ces dernières années-là. Il est plus complexe, il est plus volatile, il est plus difficile à appréhender, et les pays se recroquevillent sur eux-mêmes. Les nations se recroquevillent parce que la situation est devenue plus difficile. Chacun regarde à sa porte, chacun essaie d'éteindre l'incendie qui est chez lui et ne se soucie pas des autres. Et un des, je pense, défis essentiels de l'Afrique, c'est vraiment tirer le principal enseignement que nous avons tiré tous de cette période de Covid en particulier, c'est être capable, en tout cas, de développer nos capacités pour prendre en charge nos véritables problèmes. Je pense que quelqu'un en a parlé. Nos problèmes ne sont pas forcément ceux des autres. Donc, il faut qu'on soit capable, nous, de les prendre en charge. Et un des chemins, c'est la recherche et l'innovation adaptée à nos problématiques. Donc, je vais parler rapidement de l'innovation, faire une petite relation simple entre innovation et STEM, et puis donner quelques pistes concrètes et rapides à mettre en œuvre pour rapprocher le monde de la recherche et des entreprises.
L'innovation, je pense, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui a été vital. Depuis Toumaï jusqu'à Steve Jobs, ça a été vital. Et c'est ça qui a permis à l'humanité de continuer à exister. Je pense que si dans l'histoire de l'humanité, on n'avait pas inventé certaines choses, peut-être que l'humanité se serait éteinte. Et je fais référence au feu, et je fais référence à tous les outils que nos ancêtres ont inventés pour pouvoir continuer à vivre, à survivre dans des environnements hostiles. Le feu, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, mais je pense que c'est quelque chose d'emblématique parce que le feu a permis plus de socialisation entre les humains, parce qu'on se retrouvait autour du feu, donc on a commencé à interagir entre nous. Et puis, je pense que le neurologue Gallo ne démentira pas, le feu a permis aussi de libérer plus d'énergie pour le développement de notre cerveau. Parce que la mastication, l'ingestion d'aliments non cuits demande beaucoup d'énergie à notre système digestif. Et avec le feu, on ingère ces aliments-là plus rapidement et plus facilement et on libère plus d'énergie pour le cerveau qui en a besoin, plus que tous les autres organes, je pense. Donc, le feu, c'est une étape importante et l'innovation a été essentielle, vitale dans l'histoire de l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours vital, parler des problématiques de l'Afrique. Et pour nous, entreprises, c'est essentiel. Pour nous, entreprises, et même je pense même pour les nations, pour moi, c'est le moteur de la performance. Mais pour les nations, c'est le moteur de l'émergence ou du développement. C'est le moteur, parce que c'est être capable de trouver des solutions adaptées et adoptées dans un environnement donné. Quand on innove et que ce n'est pas adopté, utilisé, pour moi, ce n'est pas une innovation. Et donc, juste une définition de l'innovation, il y en a vraiment à foison, mais c'est la rencontre d'une invention avec son marché. Parce que nous, entreprises, on parle de marché. Si vous inventez quelque chose et que je n'ai pas le marché en face, pour moi, c'est une belle invention qui restera probablement dans les tiroirs. Mais si j'arrive à trouver le marché, à le faire adopter par ma clientèle, là, j'ai gagné. J'ai gagné et pour moi, ça devient une vraie innovation parce que ça permet de créer de la valeur. L'innovation, c'est aussi un processus de pensée, d'action pour créer quelque chose qui améliore la vie. Et c'est l'autre définition. Pour moi, innover, c'est vraiment penser différemment parce qu'il faut sortir des schémas classiques de pensée pour innover. Il faut sortir de ce qu'on peut appeler les autoroutes de la conformité. Il faut se battre contre soi-même, contre ses habitudes pour penser différemment et agir concrètement. Un innovateur, c'est quelqu'un qui agit. C'est pas un théoricien. Il essaie d'aller sur le marché, il essaie d'aller sur le terrain pour réaliser des choses qui améliorent la vie, d'une manière générale. Donc, en réalité, on peut innover dans tous les domaines. On peut innover en politique, on peut innover dans l'économie, on peut innover dans l'enseignement, on innove partout. Ça, c'est une définition très, très générale de l'innovation. Et quand je reviens à l'entreprise, pour nous, on raisonne en termes de produits et de services, et de procédés aussi. On innove dans nos procédés. Pour nous, une innovation a 3 caractéristiques. Le caractère inédit, il faut qu'on apporte quelque chose de totalement nouveau sur notre marché. Il faut qu'on soit capable de satisfaire un besoin client, qu'il soit manifeste ou latent, que les besoins ne sont malheureusement pas toujours visibles, faciles à appréhender, même par des études de marché. Quelquefois, le besoin, il est très loin dans l'inconscient des consommateurs, des personnes. Je donne juste un exemple. Nous avons tous des smartphones. Le besoin de smartphone, personne ne l'avait avant que le smartphone n'existe. Personne ne l'avait. Et c'est un besoin qui a été suscité, etc. Donc la satisfaction d'un besoin,
la création de valeur. En entreprise, il faut créer de la valeur. Alors, ça peut être des revenus. La valeur, ce n'est pas forcément des espèces tout de suite, immédiatement, des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça peut être du revenu, ça peut être du profit, ça peut être de l'image, ça peut être la contribution à l'amélioration de l'environnement, etc. C'est de la valeur qu'on crée. Mais la conséquence de l'innovation, c'est qu'on est copié, imité. Et quand on commence à innover, c'est une boucle sans fin, il faut continuer. Parce que si on s'arrête, on est dépassé. Et c'est là où je fais le lien entre l'innovation et les STEM. Quand on classe les innovations, il y a plein de possibilités de classer les innovations. Mais quand on les classe, est-ce que ça marche? Bon, c'est pas grave. On peut les classer selon deux axes. L'axe des abscisses, l'importance d'un nouveau contenu scientifique, technique ou technologique. Le contenu scientifique et technologique. Nous, en entreprise, de l'autre côté, on parle de business model, parce qu'il faut qu'on crée de la valeur. Comment on génère de la croissance rentable, comment on génère du profit à travers l'innovation. Et donc c'est comme ça qu'on classe l'innovation de routine où il y a très peu de contenu scientifique nouveau ou technologique nouveau et on reste quasiment dans des business models classiques. C'est de l'innovation de routine, mais ça se fait parce que ça permet d'améliorer des choses, ça permet de mieux satisfaire nos clients, etc. Au-dessus, on peut avoir ce qu'on appelle l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, c'est quand on crée un nouveau business model, une nouvelle façon de créer de la valeur, de vendre le service aux entreprises. Je donne juste un exemple. Je suis dans le domaine du numérique, donc j'ai tendance à donner beaucoup d'exemples dans le domaine du numérique. Quand on vous dit le service de Google, par exemple, il est gratuit. On dit d'ailleurs quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais mettons, il est gratuit. Il est gratuit. C'était quand même un nouveau business model. C'est-à-dire, on vous met à disposition un service qui vous permet d'accéder à une multitude d'informations dans tous les domaines et c'est gratuit, vous ne payez rien. C'est un nouveau business model qui d'ailleurs a bien marché. À droite, vous avez en bas l'innovation radicale où on ne touche pas trop au business model, mais on a un contenu scientifique important. Alors ça, je peux donner juste un exemple. Quand on a parlé des vaccins Covid, on a parlé des vaccins à ARN messager. C'est comme ça qu'on appelle ça. Du point de vue scientifique, il y avait un contenu nouveau, important. Je pense que c'était les premiers vaccins qui avaient été faits avec cette technologie-là. Mais en termes de business model, c'est des vaccins qu'on vend. On les vend comme les autres vaccins. Et d'ailleurs, si on prend les autres vaccins, les vaccins à virus inactivés, etc., bon, ça, c'est des choses qui se faisaient avant. Donc, il n'y a pas de nouveau contenu scientifique. Mais là, ARN messager, nouveau contenu scientifique. Et là, c'est là où joue vraiment tout ce qui est science, technique, mathématiques, etc. Et c'est là où la collaboration entre les entreprises et le monde de la recherche est importante. L'innovation architecturale, ça c'est vraiment le Graal. Si on arrive à créer un produit, un service avec un business model nouveau, avec un contenu scientifique, technique, technologique élevé, les concurrents auront du mal à nous copier. Ça devient difficile à copier. Ils arrivent toujours à copier, mais on a vraiment une longueur d'avance et on a la possibilité d'améliorer avant qu'ils n'arrivent au même niveau. Donc les innovations architecturales, il y en a pas, ça ne court pas les rues. Mais je pense qu'il y a un exemple qu'on peut donner. L'Internet, quand c'est arrivé, c'est quand même une innovation architecturale parce que du point de vue
je dirais, des protocoles qu'on utilisait pour communiquer. C'est un protocole tout nouveau dans le monde de la communication électronique. Dans les télécoms, on n'utilisait pas ce protocole-là qu'on appelle IP. Et en plus, l'accès aux informations qui sont dans l'Internet, c'est un accès gratuit. Donc, c'était un nouveau business model. Et c'est dans ces deux-là, dans la partie de droite, où vraiment les entreprises ont besoin de collaborer avec le monde de la recherche pour trouver des choses vraiment nouvelles et qui apportent quelque chose de presque quelquefois de révolutionnaire. C'est là où la coopération on devrait accentuer la collaboration, la coopération. Alors, cela étant dit, je pense qu'il y a quelques pistes simples pour rapprocher le monde de la recherche du monde professionnel, du monde de l'entreprise. Je pense que le principal obstacle qu'on a, c'est une ignorance ou une méconnaissance. Ce n'est pas une ignorance, c'est une méconnaissance mutuelle. Je pense qu'on ne se connaît pas les uns les autres. On se croise dans des forats comme ça, dans des réunions, mais on ne se connaît pas suffisamment. Parce que peut-être qu'on ne s'intéresse pas suffisamment les uns aux autres. Moi, je me suis amusé discutant avec des chercheurs, parce que j'aime bien le monde de la recherche de l'université, en essayant de voir s'il y a des résultats de recherche ça et là, dans différents domaines. Et en quelques jours, j'ai trouvé des résultats, en discutant avec les gens, des résultats exploitables, qui ne sont répertoriés, selon moi, nulle part. Ceux qui ont produit ces résultats les connaissent, peut-être leurs collègues qui sont dans les mêmes labos les connaissent, ou dans les mêmes centres de recherche, mais nulle part ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, nous qui sommes dans les entreprises, dans l'industrie, on ne sait pas. On ne connaît pas ces résultats-là. Donc, on dit dans nos pays, d'une manière générale, on ne fait pas suffisamment de recherche, on ne consacre pas suffisamment de ressources à la recherche, mais les résultats qu'on a ne sont pas vulgarisés, diffusés aux personnes, aux structures qui pourraient éventuellement les valoriser. Parce que la question de la valorisation est essentielle. Quand on parle d'entreprise et de recherche, c'est une question essentielle. Donc moi, concrètement, je propose quelques pistes, 3 pistes à creuser. On en a parlé, on a parlé de valorisation, on a parlé de brevets. Je pense qu'il faut développer au sein de la communauté la culture de la valorisation et même de la protection des résultats. Il faut protéger les résultats. Ça peut être un brevet, ça peut être autre chose, ça peut être d'autres modalités, parce que dans mes contacts avec les chercheurs, je posais toujours la question, est-ce que votre résultat est protégé ? À 100%, ce que j'ai rencontré, ce n'était pas un échantillon représentatif, ce n'était pas protégé. Et pourtant, ils ont commencé à travailler avec des gens, ils ont essayé de trouver des moyens, des fonds, pas protégés. Donc, ça, c'est quand même important, et je pense que le plan stratégique dont a parlé le professeur Gallo insiste sur ce point-là, et je pense que c'est essentiel pour que on puisse créer des liens forts entre l'industrie et le milieu de la recherche. Il faut mettre en deuxième point, mettre en visibilité les résultats. Il y a des résultats, mais on ne sait pas on n'est pas au courant. On ne sait pas où les trouver. Donc, il faut qu'on les mette en visibilité. Ces résultats qui dorment dans les tiroirs, entre guillemets, c'est dans des répertoires, dans des bases de données, je ne sais pas où, mais un moyen de les mettre en visibilité pour que ceux que cela intéresse puissent y accéder et éventuellement puissent engager le processus de valorisation. Et puis, troisième point, c'est créer un espace de mise en relation
entre les chercheurs et les entrepreneurs. Les entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir valoriser les résultats de recherche. Et ça peut se faire, je parle d'espace, mais ça peut être un espace digital dans lequel ces mondes-là se rencontrent et dans lequel il y a des mécanismes, si on veut, aller vers la valorisation d'un résultat. C'est vraiment quelques pistes concrètes, relativement simples, pour peut-être faire un pas, mettre un jalon pour qu'on travaille davantage. Parce que pour moi, le message vraiment essentiel pour nous les entrepreneurs, c'est de pouvoir travailler avec le monde de la recherche. Je pense qu'on a tous à y gagner et globalement, quand on parle d'émergence, je pense que l'émergence arrivera par là. Quand on sera capable de créer nos propres produits, de transformer nos produits agricoles, etc., c'est par là que l'émergence va arriver. Et en plus, je suis absolument convaincu que c'est possible et je suis absolument convaincu qu'il y a des résultats exploitables, valorisables, qui sont dans nos universités, dans nos centres de recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention.